Bonsoir et bienvenue sur Lundi Soir. Donc ce soir on a un format un peu spécial, donc une discussion croisée sur la question de la guerre, du militarisme et de l'antimilitarisme, avec donc Déborah Brosto qui vient de publier au Seuil Les désirs guerriers de la modernité et des membres de la coalition Guerre à la guerre, qui réunit donc plusieurs organisations et individus avec aujourd'hui on a dans l'objectif de désarmer le militarisme et plus largement de constituer un mouvement anti-guerre et de redonner une place dans l'espace politique à un antimilitarisme de masse, avec donc Jen des Soulèvements de la Terre, Sophia pour la coalition, Camille de Survie et Marie-Lou. Donc peut-être je vous laisse présenter brièvement la coalition avant d'introduire le reste. La coalition Guerre à la guerre, on l'a créée il y a plusieurs mois déjà, avec l'idée de remettre cette question du militarisme, de redonner une place beaucoup plus importante à cette question du militarisme dans le débat politique. C'est une coalition qui est composée d'une vingtaine d'organisations qui vont de Soulèvement de la Terre, Urgence Palestine, mais aussi Tzedek, Stop Arming Israël, aussi des organisations féministes comme AG Féministe Paris Banlieue ou Féministes Révolutionnaires, et aussi très important des collectifs comme Marche de Solidarité ou CSP 75. Je dis que c'est très important parce que dès le début de la création de la coalition Guerre à la guerre, on a eu envie ce qu'il y a aussi, on a eu beaucoup de débats sur un peu nos perspectives, on va dire, notamment des rapports de force à un niveau international, ou même nos perspectives d'analyse politique aujourd'hui, ici, mais un point d'accord qu'on avait tous et toutes, c'est la question du continuum colonial. Au sens où on pense tous que, ce qui regroupe les organisations et les individus de la coalition, c'est qu'on pense tous qu'il y a vraiment une continuité entre les guerres là-bas, et particulièrement les guerres coloniales, et puis le racisme ici, les déportations, et que ça c'est un peu le même continuum, ou en tout cas le même phénomène. Ça c'est ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble aussi, c'est de mettre la question de la Palestine au centre de nos luttes. Et voilà, après, on en parlera un peu plus longuement, mais il y a autant, on a autant envie de remettre cette question du militarisme au centre, et notamment de inscrire quand même la question de la guerre comme pas un phénomène isolé, mais comme appartenant à une pensée, à un système beaucoup plus global, et une machine qui comprend aussi le capital et l'État. Et puis celle de coordonner des actions ensemble, parce qu'il y avait déjà des actions isolées contre la guerre, et là on a envie de plutôt penser et travailler ensemble, et du coup c'est pour ça qu'on appelle à cette première date, le 20-22 juin, première date de mobilisation contre le Salon du Bourget. Et pareil, de nombreux débats, on reviendra aussi sur ce sujet, mais la question de l'armement a une place aussi un peu centrale comme ça dans la coalition, parce que c'est aussi la face un peu visible de l'iceberg qui permet de penser justement cette articulation entre la guerre, l'État, le capital, quoi. Déborah, je vais peut-être introduire un peu plus brièvement ton livre pour voir aussi comment est-ce que ces deux perspectives vont pouvoir dialoguer aujourd'hui, donc qui, comme le titre l'indique, aborde la question de la guerre par le prisme du désir et des affects. Donc ça s'appelle Les désirs guerriers de la modernité. Donc Déborah, tu es chercheuse en philosophie à l'Université libre de Bruxelles, membre du Centre de recherche sur l'expérience de la guerre et chercheuse aussi au Centre Marc Bloch. Donc c'est une perspective philosophique qui hérite du freudo-marxisme, de l'école de Francfort, de Deleuze et Guattari, et plus généralement de toutes ces pensées qui se sont attachées à comprendre le lien entre la politique, la violence et le désir. Donc une perspective qui vise pas simplement à dénoncer la guerre comme une abstraction, mais à essayer de comprendre ce qui, dans les corps, dans les désirs, produit et construit un certain désir de la guerre, un certain désir pour la guerre. Donc on pourrait se dire de prime abord que Guerre à la guerre, votre angle premier n'est pas la question du désir, mais justement ce dialogue me paraissait assez intéressant, précisément pour essayer de penser une contemporanéité du phénomène de la guerre aujourd'hui. Donc toi, Déborah, tu t'appuies sur un certain nombre d'exemples historiques sur lesquels on pourra revenir, mais surtout tu t'attaches à comprendre ce qu'il y a de spécifiquement moderne dans un certain désir pour la guerre. Je définis comme moderne, donc tu écris l'affect qui consiste à bâtir une existence politique sur des rapports guerriers tout en se présentant soi-même comme une incarnation de la paix. Et c'est précisément donc cette question de
de la redéfinition de la façon dont sont pensées la guerre et la paix aujourd'hui dans la modernité, qu'on a trouvé intéressant de faire cette discussion croisée pour articuler donc cette perspective théorique et philosophique à une autre plus directement militante au moment où les discours guerriers essaiment partout et pas seulement les discours d'ailleurs. Donc peut-être on va commencer brièvement par des questions donc, un peu de définition qui s'adressent à la fois à toi Déborah et à vous à la guerre. J'avais une question très basique et banale qui serait une question de définition de la guerre et des guerres. Puisque par exemple le titre le nom de la coalition c'est donc Guerre à la guerre et donc il y a presque une contradiction ou en tout cas une question qui apparaît dans ce nom. Dans Guerre à la guerre, quelle guerre fait la guerre à quelle guerre? Est-ce que vous pourriez revenir sur les différents types de guerres, de la guérilla à la guerre impérialiste, et aujourd'hui de quelle guerre spécifique parle-t-on? À quelle guerre fait-on la guerre? Et faire guerre à la guerre, est-ce pacifiste? Et pour toi Déborah, pourquoi dire que l'affect guerrier est spécifiquement moderne si on se dit qu'il y a toujours eu des guerres? Qu'est-ce qui aurait changé qui produirait un affect guerrier spécifique dans la modernité, et de quoi parle-t-on quand on parle de modernité? Ouais. Donc vaste premier programme, je vous laisse un peu... Qui commence alors? Je peux commencer sur... En tout cas, la question sur Guerre à la guerre, c'est vrai qu'il y a un reproche qui nous a été, en tout cas une critique qui nous a souvent été adressée. C'est est-ce que vous êtes en fait complètement pacifiste et est-ce que vous êtes des non-violents, ou voilà, il y a un peu des questions comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire en fait être antimilitariste aujourd'hui? Et la façon première qu'on a de répondre à ça, c'est dire que déjà, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans la présentation, mais c'est quand même un peu au centre, et c'est aussi ce qui rassemble la 15-20 d'organisations qui font partie de la coalition, c'est une critique de la guerre en tant que guerre impériale, et du coup une critique... Parce que ce qu'on voit, nous, c'est que notre responsabilité en tant que révolutionnaire, ce qu'on analyse, c'est que notre responsabilité en tant que révolutionnaire, c'est d'affaiblir notre propre puissance, et donc de s'en prendre à, disons, la France comme puissance impériale, et donc comme de s'en prendre à la guerre que la France peut mener à l'étranger, tout comme ici... dans ce continuum colonial, avec plutôt les questions de répression des mouvements sociaux ou répression des quartiers populaires, quoi. Donc bien sûr que immédiatement on serait plutôt du côté de la guerre. Déjà je pense que là il y aurait un peu des débats à l'intérieur de la coalition, mais des guerres qu'on pourrait dire de guerres de classe, quoi. Et puis du côté des guérillas dans le monde, et après, bon, il y aurait sans doute un peu des débats sur ce sujet des guerres de résistance nationale. Bon, là, je pense qu'il n'y aurait pas tellement de débats, mais plutôt des guerres menées par des pays du Sud seraient jamais perçues de la même façon que des guerres menées par des pays du Nord. Donc là, je pense qu'on peut dire qu'il y a une entente aussi au sein de la coalition sur ce sujet-là, de combattre la guerre impériale, et particulièrement l'impérialisme français. Et puis donc l'impérialisme français, ça veut dire aussi comme inclus dans un impérialisme plus global. Ouais, vas-y. Et peut-être pour compléter par rapport à ça, le slogan Guerre à la guerre, en fait, c'est un slogan qui est issu du mouvement ouvrier, notamment qui était porté par les Spartakistes, par Rosa Luxembourg, etc. Et en fait, c'était donc pas une frange du mouvement ouvrier qui était pacifiste, mais par contre, donc Guerre à la guerre, en fait, ce que ça signifiait, c'était il fallait transformer ce que le mouvement ouvrier à l'époque analysait comme étant des guerres interimpérialistes, donc là, notamment par exemple la Première Guerre mondiale. Et c'était il faut transformer ces guerres interimpérialistes en guerres révolutionnaires, en guerre civile ou en guerre révolutionnaire selon les auteurs. Mais en tout cas, ce qui nous paraissait intéressant à reprendre dans cette idée-là, c'était que y avait des guerres, on pouvait s'opposer à des guerres interimpérialistes, des guerres coloniales, et que par ailleurs, nous, on se situait du côté de, je sais pas la guerre, mais en tout cas la conflictualité de classe, les luttes de libération nationale et les luttes de classe, quoi. Et peut-être pour redire autre chose, nous, on n'est vraiment pas parti d'une intention ou d'une idée comme ça abstraite sur l'antimilitarisme et la guerre. Je pense que la coalition, elle est vraiment née d'une volonté commune de chercher des prises
dans le mouvement de soutien à la libération de la Palestine. Et donc en fait c'est pas d'abord une idée de l'antimilitarisme, mais c'était d'abord vraiment partir aussi du constat que là il y a un retour du discours sur le réarmement, l'explosion des budgets militaires, la guerre revient dans les esprits, dans les médias, etc. Mais depuis la perspective des gens qui sont dans la coalition, en fait, la guerre, elle est déjà là. Elle est toujours déjà là. En fait, il y a cette guerre contre les peuples, elle a jamais vraiment cessé. Elle a accompagné toute l'histoire du capitalisme. C'est la longue histoire du génocide à Gaza, des interminables conflits armés au Soudan, au Sahel, au Yémen, au Congo, etc. Et voilà, et en fait la France sur le territoire métropolitain, il y a aussi des logiques de militarisation, voilà, avec cette guerre à l'ennemi intérieur, les étrangers, les musulmans, etc., les morts aux frontières en Méditerranée, et voilà, et les innombrables terrains sur lesquels la France continue à opérer par des moyens militaires plus ou moins directement pour s'accaparer de ressources. Donc c'était aussi l'idée de dire, en fait, la guerre est déjà là, selon depuis où on la regarde et qui on est aussi dans l'espace politique et social, quoi. Ouais, et si je peux me permettre, du coup, donc notre choix vraiment de viser le Salon du Bourget comme premier rendez-vous de la mobilisation populaire et massive qu'on veut lancer, ça souligne aussi que notre mobilisation anti-guerre, elle est orientée envers les guerres qui ont un objectif d'accumulation de profits, et qu'on est vraiment, comme le disait ma camarade, on target l'impérialisme français qui utilise donc ces anciennes colonies comme des terrains de laboratoire et des vitrines de ces technologies pour vendre du matériel et des doctrines. Donc c'est vraiment pas une façon de dicter non plus au mouvement d'émancipation et au mouvement de lutte leurs moyens d'action, quoi. On est vraiment en train de target la guerre comme outil marketing et aussi comme outil pour maintenir une domination néocoloniale. Tu veux ajouter quelque chose Ouais, parce que tu demandais tout à l'heure pourquoi est-ce que j'inscrivais cette question des rapports à la guerre dans une histoire de la modernité, et je pense que ça prolonge plein de trucs qui viennent d'être dits, et la modernité aussi, la modernité occidentale, c'est évidemment une histoire qui a plusieurs visages, et moi il y a en particulier 2 dimensions sur lesquelles je m'arrête et qui se cristallisent très fort en fait dans le moment dans lequel on est aujourd'hui, où il y a à la fois une continuation cette pratique, on va dire, européenne ou occidentale depuis 1945, de en fait, faire la guerre, mais de la faire au loin, et de se présenter comme étant un espace en paix, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, ça, on pourrait dire c'est un certain visage de la modernité, le fait de... c'est tout ce que toute une tradition décoloniale a appelé la white innocence, l'innocence blanche, donc le fait de se présenter soi-même comme étant l'incarnation d'une innocence, d'un progrès, de la paix, et c'est en ce nom-là en fait qu'on va mener des guerres à l'extérieur. Donc ça, je dirais, c'est une histoire de la modernité, on est toujours là-dedans aujourd'hui, et en même temps... comme vous le disiez, il y a aussi un grand moment de remobilisation guerrier en Europe, où on arrête de seulement dire, en fait, nous on incarne la paix, et on regarde ces guerres de l'extérieur comme si on n'y était pas liés, alors qu'en fait on les alimente, on y est engagé, etc. Mais aussi l'idée de se reconstruire, j'ai envie de dire, une culture militaire, d'être sur le pied de guerre. Et ça aussi, en fait, ça a toute une histoire. On pourrait penser à la Première Guerre mondiale, qui est un grand moment de mobilisation. C'est une guerre de mobilisation totale, où il y a vraiment l'idée que toute la population doit s'engager et participer à l'effort de guerre. Et il y a quelque chose à cet ordre-là qui est de retour aujourd'hui dans les discours, mais aussi dans les programmes de réarmement, de préparation des populations à la possibilité d'une guerre en Europe, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, comme tu disais, c'était de se demander en quoi est-ce que ces manières d'être en guerre et d'être sur le pied de guerre, il y a des dimensions économiques hyper évidentes, mais il y a aussi tout un recrutement des affects, et se sentir
se représenter comme étant incarnation de la paix tout en faisant la guerre à distance, ça brasse tout un monde d'affect, et s'énergiser par la mobilisation guerrière, c'est aussi tout un univers d'affect qui a toute une histoire, on pourra peut-être y revenir, que j'inscris effectivement dans une lecture de la modernité qui passe par le XXe siècle, etc. Je veux dire que je trouvais ça aussi très intéressant ce que vous aviez souligné aussi sur cet appel de contribuer à l'économie de guerre aujourd'hui et qui attire des milliers de personnes en France et qui justifie en fait les coupures de budget public et qui accentue justement les oppressions systémiques aussi, enfin ce continuum dont tu parlais et voilà ces oppressions à l'intérieur de la France, des inégalités en fait qui augmentent parce qu'on leur dit bah oui mais il faut faire un effort de guerre parce qu'on est dans une économie de guerre. Et j'avais juste envie de donner aussi un exemple justement très contemporain de comment en fait c'est uniquement économique la motivation de guerre, donc le GIFAS qui est la maison mère donc de l'organisateur du salon du Bourget met sur son site que ça y est on a 25 000 emplois qui vont être ouverts, que ça y est la filière d'armement a retrouvé sa santé d'avant Covid, et on voit bien le parallèle qui est fait entre l'État qui est d'ailleurs actionnaire de la plupart des entreprises qui sont adhérentes du GIFAS, donc le GIFAS c'est le syndicat de l'armement et donc l'État qui dicte en fait une politique justement de allez il faut redonner en fait énormément d'argent à cette économie de guerre et bien sûr ce que le GIFAS en fait met en place à travers toutes ces multinationales adhérentes et comment voilà ils se mettent d'accord pour que cette économie serve à ces multinationales et que ces crimes internationaux du coup profitent à ces multinationales. Et juste un tout petit truc par rapport à ça parce que j'avais fait mon mémoire sur l'intervention de la France et de l'ONU dans les génocides au Rwanda et au Darfour, et c'était très très clair alors même que la France intervenait pour le Conseil de sécurité justement au nom de la paix pour intervenir au Rwanda alors qu'on a bien vu qu'elle n'intervenait pas au Darfour juste pour une question d'intérêt économique à sauver. Trop bien, merci beaucoup pour toutes vos réponses. Il y a énormément de choses sur lesquelles j'aimerais revenir et poser des questions, mais bon, je vais suivre un peu le fil et donc rebondir sur un peu ce qui a déjà été brièvement évoqué là, de la question de la guerre dans son rapport à la paix et au mythe de la paix européenne. Donc aussi poursuivre un petit peu le fil de ton livre, Déborah, qui articule, comme tu dis, plusieurs trames affective, et le premier chapitre qui s'intitule, je sais plus comment il s'intitule, mais je sais que le petit ange, c'est quoi le titre du premier chapitre? Je pense à la guerre vue du dehors. Voilà, la guerre vue du dehors, et le premier sous-chapitre c'est le rêve européen, donc comme premier élément de cette vue du dehors de la guerre, et oui, bon, je vais lire un tout petit extrait de ton intro. Ce livre parcourt ces trames affectives, en tire les fils qui tout à la fois s'opposent et s'entrecroisent, la mise à distance et l'attirance, l'effacement et les invocations passionnées. Leur exploration a été guidée par le besoin de mener une sorte d'état des lieux depuis notre propre espace-temps ouest-européen, traversé par la guerre, sur des modes qui ne font pas évidence. Nous ne vivons pas en guerre, mais nous ne sommes pas en paix. Nos États, nos économies, nos territoires, nos histoires sont reliés à de nombreuses guerres en cours et leurs affects se retrouvent activement recrutés dans leur dynamique et leur violence. Donc, est-ce que vous pourriez un petit peu revenir, déjà peut-être d'un point de vue aussi historique et philosophique sur ce mythe de la paix européenne, sur le fondement de quoi dire que cette paix européenne est un mythe, et comment est-ce que comment est-ce que aussi c'est peut-être une question qui se reconfigure et qui se pose qui commence à se poser un peu différemment aujourd'hui, quoi. Voilà.
C'est vrai que du coup cet extrait et même les 2 interventions précédentes de Déborah et Marie-Lou, elles résonnent beaucoup avec le travail de survie sur donc le pilier militaire du néocolonialisme français en Afrique et dans les territoires d'outre-mer, parce qu'en fait depuis les indépendances juridiques en Afrique, l'armée française n'a pas quitté le continent. Donc en fait, on a l'impression que voilà, on est en paix depuis la Seconde Guerre mondiale, mais on a toujours été engagé dans des opérations extérieures, plus d'une 50aine depuis les années 60 en Afrique. Donc c'est assez étonnant pour un pays en paix quand même. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette présence militaire française en Afrique, elle n'a fait que on a fait que renouveler les justifications à cette présence et donc au début, voilà, au lendemain des indépendances, il fallait donc qu'on forme un peu les gendarmeries, les armées de ces pays nouvellement indépendants. Ensuite, il fallait qu'on propage un peu la bonne parole des valeurs démocratiques, etc. Et ensuite, on est aussi intervenu pour donc préserver la stabilité des régimes africains, mais en fait de préserver la stabilité donc de nos amis dictateurs là-bas. Et ensuite donc est venue cette doctrine de la guerre contre le terrorisme qui a permis de renouveler une dernière fois la présence de nos armées sur le territoire. Et c'est vrai que du coup la guerre contre le terrorisme qu'on a menée pendant 10 ans au Sahel, c'est la plus longue intervention militaire et la plus conséquente depuis la guerre d'Algérie. Et on n'a pas eu de vrai bilan qui a été mené sur cette guerre-là. Donc c'est assez intéressant aussi parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est acquis le fait que l'interventionnisme militaire américain a été vraiment déstabilisateur et contre-productif au Moyen-Orient, mais il n'y a aucun retour là-dessus sur notre propre interventionnisme militaire en Afrique, et c'est quelque chose qui est en fait naturalisé. C'est naturel en fait qu'on intervienne à notre guise sur le continent, c'est toléré, c'est normal, et ça découle totalement de notre héritage colonial et un peu de la hiérarchisation des vies des populations des pays dits du Sud, quoi. Et la même chose pour le Moyen-Orient, j'ai l'impression que, nous, on est en tout cas, j'ai dit nous, la France est complètement responsable aussi, non, de la partition, en fait, qui a été faite complètement arbitraire du Moyen, notamment Syrie, Israël, etc., qui aussi amène à la situation actuelle, donc... Ouais, je peux peut-être aussi rebondir et dire encore un mot... Moi, ce que je trouvais assez... ce qui a été aussi mon point de départ, et c'est pour ça, cette idée de la guerre qui est vue du dehors, c'est que ce rêve européen, il a vraiment façonné nos sensibilités. Enfin, moi, j'appartiens vraiment à une génération qui a grandi, quelque part, dans ce rêve européen, en tant que... on va dire, j'hérite plutôt de l'histoire coloniale du point de vue des colons que des colonisés. Et j'ai vraiment grandi en fait sans du tout... Enfin, la guerre c'était quelque chose de très lointain, quelque chose qui faisait pas partie de mon horizon, ou alors seulement comme quelque chose qu'on regarde du dehors. Et ce que je trouve important, c'est de se demander comment il tient en fait ce rêve, comment c'est venu façonner nos sensibilités avec une telle efficacité, et comment ça appartient justement à notre histoire guerrière, et c'est aussi ce que tu disais. Et il me semble qu'une spécificité, c'est justement, et ça va aussi avec cette espèce de... Alors, maintenant on est dans un basculement, mais ce silence qui a entouré aussi les interventions étrangères de la France et de tous les autres États européens impliqués dans diverses coalitions. Donc ce silence médiatique notamment qui a quand même présidé très longtemps, et ce qui me semble important, c'est de voir comment est-ce que c'est aussi lié aux manières justement d'être en guerre, comment est-ce que c'est des guerres qui passent justement par cette production de distance. Donc il y a la distance géographique, mais c'est aussi ça se rejoue à plein de niveaux, quoi. C'est aussi et je vais vraiment pas le déplorer, mais le fait que c'est aussi la fin du service militaire, etc., le fait que les armées sont des armées professionnelles, que donc il y a aussi une séparation entre ceux qui partent faire la guerre et puis nous qui pouvons regarder cette réalité comme étant séparée de nous. C'est des liens qui sont économiques, mais en fait les liens économiques c'est assez
insaisissables. On a beau savoir qu'en fait, il y a des aliments qu'on consomme qui sont le fait de la colonisation en Cisjordanie. Il n'empêche que c'est très médié en fait comme manière d'entretenir et d'être lié à des guerres et à des captations coloniales, etc. Ça passe aussi évidemment par la militarisation des frontières européennes, qui est une manière aussi, une forme de militarisation qui vise justement à produire cette séparation entre l'espace européen qui se vit et se construit comme cette paix armée qui se blinde en fait contre un extérieur perçu comme menaçant. Et donc c'est toutes ces couches en fait qui sont les manières d'être en guerre qui produisent cette distance et ça je trouve ça assez important et aussi ça a des conséquences justement sur nos capacités à lutter en fait contre ces guerres et contre ces violences parce que justement justement, la tentation est grande de ne pas se sentir concerné ou en tout cas d'avoir l'impression qu'on n'a aucune prise en fait. Juste une remarque par rapport à ton livre, c'est est-ce qu'il n'y a pas en fait quelque part une sorte d'organisation du déni? Et je dis ça parce que j'ai en tête en vous écoutant, il y a un très bon ami de Lundi Matin qui vient de faire une thèse un peu révolutionnaire sur l'histoire de la Première Guerre mondiale, qui consiste à dire, donc il a travaillé sur les déchets de la Première Guerre mondiale. C'est un truc que personne n'avait travaillé là-dessus avant. Et en fait, en France, des déchets de la Première Guerre mondiale, il y en a encore plein partout dans l'est de la France qui explosent tout le temps. Et pas tout le temps, mais en tout cas régulièrement. Et un peu la punchline de sa thèse, c'est que la dernière personne morte de la Première Guerre mondiale n'est pas encore née. C'est-à-dire qu'en fait, les conséquences de la guerre, elles sont, de la Première Guerre mondiale, il y a 100 ans, en fait, elles sont encore absolument latentes, et y compris connues dans l'est de la France. Les gens savent que tel endroit, on va pas cultiver parce qu'on sait qu'en fait c'est pourri, c'est plein de mines, que tel endroit on n'y va pas parce que ça craint, etc. Et donc il y a une espèce de conscience des résidus, d'espèce de strates de la guerre, et en même temps une organisation du déni en fait. C'est-à-dire que les traces de la Première Guerre mondiale sont encore là, tuent encore des gens, et pour autant il faut absolument organiser le fait, il faut la mettre à distance affectivement quoi, quelque part. Ouais. Je trouve que ce qui est hyper important, c'est le fait qu'il y a une organisation, comme tu dis, du déni, que quand on parle de l'effacement de la guerre vue du dehors, etc., c'est pas un éloignement naturel. En fait, il faut beaucoup d'agentivité, beaucoup d'efforts, en fait, pour produire ce déni, produire cette mise à distance. Mais en même temps... c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que toi, tu prends vraiment du côté du désir et du mythe, quoi. Et en même temps, je pense qu'on peut aussi dire très simplement que s'il y a ce déni et cette mise à distance, c'est aussi parce que ça correspond à des intérêts économiques d'effacement, quoi. Et je pense que toi, d'un côté, tu l'abordes comme ça, ou toi, tu expliques un peu différemment qu'en fait, on n'a jamais cessé d'être en guerre. Dans tous les cas, en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, on peut dire que là, en fait, même nous, on apparaît d'une façon presque paradoxale, en disant, bon, il y a une intensification des conflits guerriers, il y a une intensification de la question militaire, il y a une intensification des discours militaires, mais en réalité, il n'y a pas d'intensification vraiment des guerres, je veux dire, à un niveau historique. Après, il faut dire qu'il y a toujours aussi une sorte de décalage entre la stratégie politique et puis la stratégie, disons, et puis l'analyse, en fait. Et que évidemment, à un niveau politique, on voit très immédiatement et très concrètement que là, il y a une sorte de remilitarisation des esprits, que la question du militarisme est très présente, en tout cas ici en France, dans notre contexte, disons, sociétal. Mais évidemment, ça se fait, avec cette stratégie comme ça d'effacement, de disparition, de déni, effectivement, de vraiment de cacher un peu tout ça sous le tapis, d'être un peu dans cette illusion de pacifisme, etc. Mais je pense que c'est quand même important de le redire, qu'en fait, ça correspond vraiment à des intérêts économiques, et ça ne fonctionnerait pas sinon. En fait, c'est vrai que ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a une sorte de renversement où il y a là maintenant il faut, en fait, c'est comme si en fait pendant plusieurs décennies on avait fait semblant qu'il n'y avait plus de guerre, ou d'ailleurs quand on a pris en pleine figure les tueries, les attentats à Paris, on s'est un peu demandé d'où ça venait, comme si c'était une sorte de terrorisme cosmique qui apparaissait comme une catastrophe naturelle qui nous tombait dessus. On avait vraiment énormément de mal à le
reconnecter avec la situation aussi de la France dans les rapports de force à un niveau international. Donc, mais là, c'est vrai que donc ça a été un peu ça la stratégie. Puis là, en fait, la stratégie est un peu différente, c'est-à-dire que le pouvoir nous remet beaucoup plus au service en fait des intérêts impérialistes, aussi parce que il y a une apparition des conflits interimpérialistes qui est beaucoup plus saillante. Enfin, c'est ça qu'on a vu là ces derniers mois. On va dire il y a une intensification des conflits guerriers. On peut dire là il y a eu voilà, il y a la question des États-Unis avec la Russie, la question de l'Ukraine avec la Russie, la question voilà. Mais tant que c'est vrai que ça concerne que des Arabes, des Noirs, le continent africain, le Moyen-Orient, etc. En fait, là, on comprend pas très bien ce qui se passe à cet endroit-là. Où est-ce que les impérialistes en fait travaillent? Où est-ce que sont les points de rupture, de frontières? Enfin, à quel endroit il y a de la conflictualité, etc. Et voilà, là, c'est vrai qu'on est vraiment embarqué. C'est pas vraiment qu'on est dans une intensification, c'est surtout qu'on est dans une intensification de la France qui se repositionne un peu différemment face à d'autres impérialismes, quoi. Mais je voulais juste ajouter quelque chose sur le constat que tu fais, Déborah, sur cette distance, ce déni, etc. J'ai l'impression que si on regarde d'un point de vue matériel, au niveau des infrastructures, etc., en fait, quand on fait l'enquête de regarder comment se structure le complexe militaro-industriel sur nos territoires, en fait, c'est pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est intéressant parce que justement, ça mène à briser, en fait, ce sentiment de distance et de etc. En fait, vraiment, la guerre, elle se fabrique à côté de chez nous. Il y a tout un tas de PME, de petites entreprises. C'est pas que les Thales, les Safran, les Dassault, etc. C'est vraiment tout un tas d'entreprises qui font souvent des technologies duales, en fait. C'est-à-dire, elles vont avoir un usage civil. Donc, c'est par exemple les satellites, usage civil, multimédia, information, etc. Mais en fait, usage militaire, renseignement, transmission, coordination militaire. Ça va être les drones, par exemple. Du coup, les drones, c'est vraiment l'usage civil des drones dans les années 90-2000 qui ont permis vraiment de booster et d'enclencher la dynamique industrielle de production militaire de drones. Voilà, les LBD, par exemple, ils ont d'abord été utilisés en Palestine, au Vietnam, en Irlande du Nord, et ensuite ils ont été réimportés en France contre nous aussi, contre nos mobilisations, contre nos manifestations. Et du coup, j'ai l'impression que quand on regarde depuis ces infrastructures-là, en fait, la continuité, on la voit, et je trouve que du coup, c'est assez intéressant de faire ce travail d'enquête un peu, de regarder comment ça se structure, qui produit quoi, quelles sont ses circulations et tout ça, quoi. Ça permet de trouver des prises aussi dans ce sentiment de distance. Ça permet de cartographier et de retracer les liens là où justement en fait il y a eu la production de cette impression d'une séparation, mais qui est pas du tout en fait c'est pas du tout une séparation, comme tu dis. Les liens, les faisceaux qui nous relient aux guerres, ils sont hyper matériels, ils commencent ici, et donc d'où effectivement l'importance de ce travail-là, mais qui se fait pas tout seul, quoi. Et je trouve que l'illusion de la séparation, ça permet aussi de rebondir sur une autre critique qui nous est souvent adressée, c'est celle de l'activisme. Je veux dire, en fait, est-ce que vous êtes là dans une... Voilà, vous faites une coalition, vous mettez plusieurs organisations autour de la table, en fait, qu'est-ce que c'est que cette démarche vraiment active et très volontariste et tout? Alors qu'en vérité, enfin, nous, ce qu'on essaie de faire et l'endroit où on essaie de se positionner, c'est quand même juste de... préparer le terrain, alors qu'on sait qu'en fait il y a des crises entre les impérialismes, il y a des crises qui vont arriver et qui vont... Enfin, c'est plutôt ça qui se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est pas... il y a une intensification de ces crises-là, quoi. C'est pas qu'il y a une intensification de la guerre en soi comme phénomène ou comme symptôme de l'impérialisme, mais c'est qu'il y a une intensification des crises interimpérialistes, et nous... Notre position en tant que révolutionnaire, et du coup pas en tant que révolutionnaire volontariste, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'être à cet endroit-là, de, disons, révéler cette fausse séparation en attendant, et préparer le terrain en attendant, parce qu'on pense que aussi, voilà, même si là on a été matraqué particulièrement ces derniers mois, encore une fois, parce que ça concerne aussi plutôt l'espace européen, mais on a été matraqué par des discours très militaristes, et voilà, il y avait beaucoup de présence de l'armée dans les médias, etc. En fait, je pense que les affects populaires sont pas militaristes, ils sont même plutôt... Enfin, je pense qu'en tout cas aujourd'hui, mais justement aussi peut-être du fait de cette mise à distance dont tu parles très bien, en tout cas là, en France, personne ne veut aller sur le front.
Enfin, donc est-ce que c'est parce qu'il y a un espèce de pacifisme, disons, presque infantile ou primitif, quoi, ou est-ce que c'est parce que ce pacifisme il est aussi lié à une forme de distance, ou est-ce que c'est un pacifisme, disons, d'une solidarité internationale, enfin peu importe, mais j'ai l'impression que quand même l'affect qui traverse est plutôt un affect pacifiste qu'un affect guerrier. Mais voilà, c'est aussi toute la contradiction, c'est que finalement, sans ces guerres-là, évidemment, l'opulence et le confort dont on jouit ici pourrait pas exister, quoi. Sur cette opulence, j'ai envie de faire le lien avec ce que tu disais sur l'effort en fait pour mettre à distance. J'ai beaucoup, depuis 15 ans, travaillé sur des actions collectives en justice contre des multinationales, notamment Bolloré sur l'huile de palme au Cameroun, ou sur la canne à sucre, ou sur Auchan qui était présent au Rana Plaza, donc tous ces produits de la colonisation à travers nos multinationales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le boycott, tu parlais de colonisation Cisjordanie, le boycott collectif est le seul instrument réel qu'on a aujourd'hui pour se sentir lié, en fait, et actrice, en tout cas dans ces produits du quotidien. Et on n'a qu'à voir l'effort des multinationales dans tous les dossiers qu'on a montés pour montrer qu'elles sont responsables, évidemment, dans leurs engagements éthiques, responsables éthiquement. Et en fait, cet effort de coloniser aussi les cerveaux, bien sûr, du consommateur ou de n'importe qui. Et du coup, je fais le lien avec le GIFAS. On a vu donc le GIFAS qui est donc le syndicat à nouveau donc, de l'armement qui regroupe énormément d'entreprises de l'armement et qui est donc la maison mère de l'organisateur CIAE du Salon du Bourget. Et il n'y a qu'à voir les images de propagande pour justement cette filière de l'armement avec des femmes qui ont l'air très heureuses de participer. En fait, c'est des milliards d'euros, évidemment, pour gagner des milliards d'euros de communication qui sont dépensés pour coloniser aussi, bien sûr, les cerveaux et mettre à distance de la guerre toutes ces personnes. Et juste, j'ai envie de terminer ce point pour moi qui est très très important pour faire un parallèle avec le droit. C'est-à-dire que dans la com, bien sûr, on met des milliards de moyens pour mettre à distance et pour encourager à la militarisation, mais aussi dans ce que, bien sûr, les médias, comment ils peuvent aussi interpréter le droit. Et pas que le droit, mais on voit bien que depuis le début du génocide à Gaza, les médias ont été extrêmement réticents à parler d'une qualification juridique du génocide. Donc nous, on a écrit une tribune là-dessus. Si tu voulais en venir, je parle pas de ça maintenant, mais je trouve ça très intéressant de voir comment, en fait, la manipulation grâce à la communication et vraiment la connaissance fine de la psychologie, évidemment, et la création d'affect va jusqu'à, bien entendu, l'interprétation du droit et le déni, en fait, d'une réalité juridique indéniable de qualification de génocide, en fait. À Gaza. Et je serais contente de revenir dessus si vous voulez. Je sais pas si tu voulais poser une question, j'ai... C'est plus simple pour répondre. Là, comme on a fait un grand truc, ça a brassé plein de choses sur les questions que je voulais vous poser, mais peut-être simplement revenir sur aussi quelques éléments. Sophia, t'as beaucoup parlé d'impérialisme et d'anti-impérialisme. Donc, Guerre à la guerre, c'est une perspective qui se revendique, qui se qualifie d'anti-impérialiste. Est-ce que peut-être quand même tu peux expliquer minimalement ce que c'est l'impérialisme, l'anti-impérialisme? Est-ce qu'il y a un seul impérialisme? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et pourquoi est-ce que c'est une perspective pertinente pour comprendre les guerres en cours aujourd'hui dans le monde? Toi, tu as parlé, Camille, de la guerre contre le terrorisme, et c'est aussi sur ça que s'ouvre ton livre, Déborah. Donc, en quoi est-ce que, vraiment la première page, depuis 2016, les interventions en Afrique et au Moyen-Orient se sont multipliées, opérations dites de lutte contre le terrorisme et de conflits d'influence entre grandes puissances mondiales. Donc, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la lutte contre le terrorisme? Quel est le rôle de la guerre contre le terrorisme dans les guerres en cours? Et quel lien entre ces guerres, entre puissances et la répression en France? Et enfin, rebondir un petit peu sur tout ce qui a été dit jusque-là, non seulement sur le mythe européen, etc., mais aussi plus spécifiquement
sur la France et d'un point de vue justement matériel, enfin faire ce lien entre cette question des affects et des mythes et une question plus directement structurelle, matérielle, autour du lien entre la baisse des défenses publiques et l'effort de guerre, et comment et cette question de est-ce qu'on vit aujourd'hui, est-ce que c'est pertinent de dire qu'on est dans une économie de guerre ou dans quelque chose qui prépare une économie de guerre, ou est-ce que c'est pas un peu excessif de dire ça, et si oui, pourquoi? Oui, moi, c'est juste ce que je voulais rebondir sur, c'est complètement dans la suite de ça, sur ce que Sophia disait. Ce que tu disais, là, il y a un sentiment pacifiste, peut-être. Moi, j'ai l'impression surtout qu'il y a un truc un peu bizarre ou un peu inédit, je trouve, dans la situation. C'est que, en général, dans l'histoire, quand on parle d'économie de guerre, de mobilisation, etc., c'est on mobilise pour la guerre. Alors là, j'ai l'impression que le discours gouvernemental, de manière générale, il mobilise pour mettre la guerre à distance. Enfin, je parle des guerres visibles, quoi. C'est que, en gros, les États-Unis lâchant l'Europe, etc. Il faut s'armer, pas pour attaquer, il faut s'armer pour être en mesure de se défendre des Russes. Et donc j'ai l'impression que c'est aussi pour ça que le discours gouvernemental, c'est pas le discours va-t-en-guerre de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Moi, ça me permet de rebondir sur cette définition de impérialisme, anti-impérialisme et militantisme anti-impérialisme, de 3 façons, mais déjà, est-ce que les États-Unis sont en train de lâcher l'Europe? Disons que pour l'instant, en tout cas, l'OTAN existe encore, donc je sais pas trop si, quand bien même il y a des petits désalignements et effectivement des conflits entre ces différents impérialismes, je pense qu'on peut pas dire qu'il y a une reconfiguration non plus, c'est un peu prématuré de parler d'une reconfiguration. Une définition de l'impérialisme, ce serait... j'ai l'impression qu'en tout cas, la définition, elle oscille entre est-ce que l'impérialisme égale le capitalisme? Est-ce que finalement c'est simplement une autre façon de parler du processus d'accumulation de capital en intégrant aussi sa dimension d'expansion territoriale, d'investissement à l'étranger, ou est-ce que en fait l'impérialisme serait une phase du capitalisme, toujours en intégrant un peu ces spécificités-là? Je pense que c'est quelque chose qui tient un peu dans ce spectre. Après, on entendrait une critique anti-impérialiste comme une critique qui considère à la fois les problématiques politiques, sociales, économiques, en tout cas nos problématiques de lutte autour de ces 3, une cristallisation autour à la fois de l'État, du capital et de la guerre. C'est-à-dire qu'une critique anti-impérialiste serait une critique qui prend en considération ces 3 facteurs comme des facteurs essentiels d'analyse, quoi. Et après, le 3e élément de réponse, c'est est-ce qu'il y a plusieurs impérialismes, etc. Et ce 3e élément de réponse, il est beaucoup plus, militant. C'est est-ce qu'il y a plusieurs impérialismes? Enfin, ça, j'ai l'impression que c'est pas tellement des questions théoriques ou des questions d'analyse, sinon des questions qui ont prise dans le vécu des luttes. Donc le vécu des luttes, autant ici, dans la problématique de solidarité avec d'autres luttes à travers le monde, ou autant dans des luttes plus l'internationale, qui, elles, s'opposent directement à des puissances impériales qui sont différentes de la puissance impériale à laquelle nous... ici, en tant que révolutionnaires français, on va s'opposer, quoi. Et donc par exemple, au sein de la coalition Guerre à la guerre, on a eu des grands débats, à la fois sur la question de l'Ukraine, à la fois sur la question de la Syrie. Donc je pense que là où tout le monde est d'accord, c'est encore une fois sur l'analyse de la machine de guerre comme étant incluse dans un développement plus global du capital, qu'il n'y aurait pas d'accumulation de capital, il n'y aurait pas de développement économique sans la guerre, que la guerre est essentielle en fait que la violence politique est essentielle en fait à l'accaparement. Ça, je pense qu'il y a au moins un accord là-dessus. Après, la question du positionnement des révolutionnaires aujourd'hui par rapport à l'impérialisme, c'est là où il y a des débats, quoi. Il y a des débats. Est-ce que, par exemple, les guerres actuelles, elles ressemblent plus, ou la position de la Russie, ça ressemblerait plus par rapport à la France, à la Première Guerre mondiale ou à la Deuxième Guerre mondiale? Est-ce qu'on peut appliquer un logiciel Première Guerre ou un logiciel Deuxième Guerre? Et puis cette fameuse question des impérialismes régionaux. Est-ce qu'il y a un impérialisme qui est l'hégémon américain, puis le reste sont un peu des sous-impérialismes, etc. Donc ça, c'est des débats qu'on a. Peut-être que toi, Jenny, tu pourrais un peu continuer un peu sur ces débats-là, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu au cœur de nos sujets, disons, quand on est dans l'analyse et pas quand on est dans la lutte.
et qu'une façon de les poser, après, bon, très personnellement, moi j'y réponds autrement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a l'impérialisme comme un système global, et encore une fois, voire même comme une catégorie d'analyse, et puis après il y a des nécessités, disons, politiques et stratégiques et tactiques qui nous obligent à penser avec la puissance qu'on a en face de nous comme puissance adverse, quoi. J'ai une remarque, mais moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi une autre dimension. C'est-à-dire que si on... Enfin, j'ai l'impression que la discussion qu'on a là aujourd'hui, on n'aurait pas jugé utile de l'avoir il y a 5 ans. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé entre notre rapport à la guerre, machin, là, entre aujourd'hui et il y a 5 ans, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Donc la question, c'est qu'est-ce que c'est? Et j'ai l'impression que quand tu définis l'impérialisme au sens de la manière dont on définissait l'impérialisme jusque dans les années 60-70, à mon avis, tu manques un élément très très important, c'est qu'à ce moment-là, cette possibilité de faire la guerre, pour le dire grosso modo, contre le Sud, en le déniant, en voyant pas trop de machin, s'accompagne aussi de l'idée que le capitalisme, lui, apportait la paix au sein des pays capitalistes, quoi. C'est-à-dire que, dans le fond, c'était pas très grave qu'on aille, c'était même pas trop mal qu'on aille dépouiller les petits pays de rien du tout, parce que nous, de notre côté, en tant que gros pays européens, américains, de machin, et ben nous, on faisait plus la guerre, parce que la guerre, elle se fait par l'économie, par l'échange, et donc l'économie, le capitalisme, lui, vient résoudre pour les populations riches le problème de la guerre, vient l'éjecter en disant nous, on fait pas la guerre, on est civilisé, quoi, grosso modo. Et moi, j'ai l'impression que là, ce qui est en train de changer un petit peu sous nos pieds, c'est que, en fait, là, on se rend compte que non, en fait, en fait, des pays absolument capitalistes, typiquement la Chine, la Russie, la France, etc., et en fait, se font quand même la guerre. Hein. Un ami parle pour l'Ukraine, dit c'est une guerre de colonisation, en fait. Je veux pas rentrer dans le débat, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, il n'y a pas une paix civile produite par l'économie de marché, c'est ce qu'on nous avait vendu, en fait. L'économie de marché va permettre la paix sur Terre. C'est ça, c'est l'idée des Lumières qui s'étend à travers le marché, machin. Et là, sur la quoi on assiste, c'est la fin de ce mythe-là, quoi. C'est-à-dire que des pays purement pris dans le capitalisme se font la guerre entre eux pour d'autres raisons que les raisons économiques, quoi. Mais je pense que vous voulez aussi répondre, mais juste pour donner un mini élément de réponse, c'est que la différence avec les années 60-70, c'est aussi que les années 60-70 sont marquées par les guerres d'indépendance. Donc c'est aussi que les puissances impériales, à ce moment-là, perdent ce qui leur permettait de constituer quand même une grande partie de l'accumulation de capital, permettait des débouchés, etc. Je pense que là, on est dans un contexte qui est aussi très différent, c'est celui d'une économie très différente. Donc je sais pas si... le sujet, ou en tout cas la contradiction qui nous permet d'observer ça, ce serait l'Ukraine. En tout cas, il y a des contradictions qui sont extérieures aux puissances européennes, qui permettent aussi de... Enfin, je veux dire, il y a un gâteau à se partager qui est de plus en plus petit, quoi. En fait, disons que c'est ça aussi une pensée impérialiste, c'est d'imaginer que le processus d'accumulation de capital, en fait, doit grignoter en permanence. Même, on peut même penser à... Là, la question de la conquête de l'espace, on peut la voir comme une espèce de conquête, de la conquête ou de la reconquête, ou je sais pas comment dire, mais en tout cas, on peut la voir comme une sorte de nouveau gâteau à se partager. Bon, voilà, il y a une extension comme ça en permanence du domaine, qui est potentiellement le domaine de l'accumulation, et du coup une restriction par un mouvement aussi de restriction, quoi, parallèlement, quoi, qui sans doute accentue aussi, mais après je sais pas, vous avez sans doute, je voulais juste faire un petit insert sur cette question des années 60 qui paraît quand même être essentielle, mais vous avez sans doute plein d'autres éléments de réponse. Tu disais les puissances ont perdu avec les colonisations, mais on l'a assez dit, je crois aussi, qu'elles continuent, elles n'ont jamais cessé à travers leurs multinationales et à travers le droit qui a imposé par exemple, certains pays sont obligés de laisser des multinationales extraire par exemple l'uranium sans qu'elles aient à payer de l'impôt, et ça c'est aussi à travers le droit des pays et international qui est imposé. Donc pour moi la colonisation n'a jamais cessé, en fait, même avec cette fin officielle de la colonisation. Et la spécificité du coup de l'impérialisme français, justement au regard de notre travail donc sur la France-Afrique, qui est donc le système de domination, la symétrie basée donc sur une convergence d'intérêts entre les dirigeants français et les dirigeants africains au détriment des populations, justement. C'est-à-dire qu'après les indépendances juridiques, la France a eu la spécificité de savoir en fait sacrifier certains aspects
de son néocolonialisme en fait, pour mieux le masquer et pour mieux se maintenir. Comme je le disais, les justifications à la présence de l'armée française ont été successivement renouvelées. Donc voilà, on a pu baisser parfois le nombre d'effectifs, le nombre de bases, etc. Mais pour mieux rester et pour rester de manière moins visible. Et je pense aussi, du coup, ça fait écho à ce qu'on disait un peu sur la lecture de l'histoire alternative dans laquelle on est enfermé et qui, du coup, conditionne aussi notre capacité à être en empathie avec les populations auprès desquelles notre armée intervient. Et aujourd'hui, en fait, il y a un retour un peu dans le débat public des crimes coloniaux et de l'histoire coloniale que la France n'a jamais vraiment adressé, réparé ou vraiment regardé en face, quoi. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui alimente le discours de certains autres impérialistes concurrents à ceux de la France, qui récupèrent un peu aussi cette histoire coloniale qui a jamais été traitée par les autorités françaises. Et comment la France aussi a mis en place les dictateurs qu'on montre du doigt comme ceux qui sont responsables de certaines guerres, alors qu'on montre bien du doigt la responsabilité des États-Unis dans la mise en place de plein de dictatures en Amérique latine et du Sud, alors que bien évidemment on ne cesse de continuer à le faire partout. Et qu'on leur fournit du coup le matériel aussi destiné à réprimer leur population dans le cadre de la coopération militaire et policière qu'on maintient avec ces régimes dictateurs amis, quoi. Et avant de revenir du coup peut-être un peu plus aussi sur cette question des affects, de comment ils sont construits, etc. J'avais une dernière question un petit peu plus précise autour, notamment de la mobilisation au Salon du Bourget, etc. Et des enquêtes que vous menez concernant les liens entre des entreprises qui sont présentes au Salon du Bourget et les guerres en cours dans le monde et le génocide à Gaza, etc. Est-ce que vous pourriez revenir un peu précisément là-dessus, sur de quelles entreprises on parle, de quoi il est question concrètement Ça, je peux. Donc, deux assignations ont été déposées. Une pour montrer que le salon promeut et accueille des entreprises qui sont impliquées directement ou indirectement dans les crimes internationaux commis par Israël. Et notamment bien entendu le génocide à Gaza, et une assignation qui dénonce l'accueil et la promotion du salon du Bourget d'entreprises qui contournent directement ou indirectement les sanctions sur la Russie et le Soudan. Donc on parle de multinationales et j'insiste pour dire qu'on ne parle pas que des entreprises israéliennes. En fait, Israël a rappelé que s'il y avait un embargo sur les armes, Israël ne saurait plus se défendre. Donc ces assignations, elles visent à pointer la responsabilité des multinationales dans les crimes internationaux les plus graves aujourd'hui, montrer que ce sont elles qui profitent le plus de la guerre, et montrer qu'en fait les acteurs privés ne devraient pas être au-dessus des lois, et que le droit, si on l'applique aujourd'hui, devrait normalement demander à des multinationales de cesser toute, bien sûr, implication dans ces crimes, mais aussi à un salon de ne pas les accueillir ou les promouvoir. Pourquoi ? On parle en fait à nouveau de milliards de dollars. Juste un exemple sur la promotion. Aujourd'hui, si on regarde le site du SIAE, donc l'organisateur du salon du Bourget, en fait, on voit Raphaël, une des plus grosses entreprises israéliennes qui se targue bien évidemment d'un soutien indéfectible à Israël, voire même de l'efficacité de ses armes parce qu'elles sont testées au combat à Gaza, Gaza qui est un laboratoire de leur technologie. Enfin, il faut vraiment regarder la publicité de ces entreprises israéliennes, pas que, encore une fois. Et on voit donc Raphaël apparaître sur le site du SIAE comme « Venez nous voir au Hall 3 A64 au Salon du Bourget ». On parle de promotion, évidemment, de milliards, et toutes les entreprises veulent absolument être au Salon du Bourget. Et d'ailleurs, les entreprises israéliennes ont déjà dit que personne ne les empêcherait d'être au Salon du Bourget. Donc c'est la promotion, et aussi
bien entendu, l'établissement de relations commerciales au salon à hauteur de milliards qui vont ensuite être à nouveau utilisés dans les crimes internationaux en question. Donc, juste pour rappeler un tout petit point de droit essentiel, puisque on a déposé en fait il y a des années l'affaire Lafarge, en fait il y a eu une jurisprudence sur le cas Lafarge qui dit qu'une entreprise est complice de crimes contre l'humanité lorsqu'elle a connaissance qu'un crime va être commis ou qu'il a été commis et qu'il participe à ce crime. Aujourd'hui, en fait, ce que nous on montre dans ces assignations, c'est que le CIAE ne peut pas raisonnablement, en tant que professionnel de l'armement, dire qu'il ne sait pas que par cette promotion, par cet accueil des entreprises qui sont impliquées directement ou indirectement dans les crimes internationaux, le CIAE participe évidemment énormément au renforcement économique de ses complices ou auteurs de crimes, et donc produit une aide, une assistance. Il y a aussi le recel, mais voilà, je vais pas... le recel, c'est profiter en fait aussi de ces crimes. On montre aussi qu'il y a une atteinte à la dignité, donc on est dans une procédure d'urgence pour demander au salon de bien vouloir interdire les entreprises qui sont impliquées directement ou indirectement dans les crimes, mais aussi, évidemment, montrer le lien avec un dommage imminent qui va se produire et le faire cesser. Et encore une fois, là, on a envie d'insister sur le lien qu'il y a entre les armes et les dommages en cours des peuples palestiniens, ukrainiens et soudanais, puisque sans les armes, tout ça ne pourrait pas se produire avec une telle intensité. Et juste cette démarche juridique, vous avez une idée de quand est-ce que vous aurez une réponse? Je pose ça à la question parce qu'en fait, là, il y a eu une décision du parquet, a priori historique aujourd'hui, qui a ouvert une enquête contre les franco-israéliens, contre les franco-israéliens pour génocide, en fait, participation de génocide. Et donc, ça indique quand même un changement de braquet. Le parquet en France, il est quand même connu pour pas être indépendant. Ça implique un changement de braquet de la France assez fou, en fait, d'accepter d'utiliser. C'est-à-dire que la justice française, le parquet, accepte d'utiliser le terme de génocide contre les franco-israéliens. Alors, ce sont des plaintes avec constitution de partie civile dont vous parlez, et donc c'est pas une plainte simple, et du coup le parquet n'a pas son seul mot à dire, qui effectivement le parquet, en fait toutes les plaintes que moi j'ai pu déposer contre des multinationales, auprès du parquet, là elles étaient classées sans suite, parce que le parquet évidemment est encore sanctionné par le gouvernement, et donc il n'est pas indépendant des pouvoirs économiques. Là on est devant des juges d'instruction, et c'est la raison pour laquelle dans Lafarge on a réussi aussi à avoir des juges d'instruction indépendants, on a réussi à avoir cette jurisprudence. Donc c'est aussi pour ça qu'on a eu cette décision aujourd'hui. Et juste pour répondre à votre question sur le quand, ça sera donc le 10 à 16h, et bien entendu l'une des deux parties va faire appel, soit donc nous, quand je dis nous, ce sont les associations que je peux nommer, bien sûr, Survie, UJFP, Stop Fueling War et Al-Haq et UJFP, et il y a aussi des interventions volontaires des Amis de la Terre et de Euro-Palestine, et elles sont toutes coordonnées par Droits et Mouvements Sociaux, qui est un espace qui soutient la stratégie juridique et médiatique de ces associations que je coordonne, et qui est soutenue par la coalition Guerre à la guerre. Et juste aussi pour vous dire quelque chose d'un peu croustillant quand même qui s'est passé à l'audience mercredi, au Salon du Bourget, où tu étais également. C'est quand même très intéressant que la défense du CIAE soit sur la légitime défense d'Israël et le fait que ça soit proportionné. On est à ce niveau-là, en fait. Alors même la France a déclaré dans une déclaration conjointe Royaume-Uni et Canada là, le 19 mai que c'était totalement disproportionné. Enfin, ils nous disent on n'a pas les moyens de faire des enquêtes, les enquêtes que vous demandez, on va quand même pas aller à Calcutta faire des enquêtes, alors que c'est le plus grand salon de l'armement. Ils ont des milliards à leur disposition pour juste faire ce que nous, petite association, on a fait pour voir les liens en open source, enfin en source ouverte, de qui participe à quel contrat et donc indirectement à des crimes internationaux. Voilà. Et juste aussi pour terminer là-dessus, je disais tout à l'heure que le droit a été complètement détourné en fait, pour justement
coloniser à nouveau en fait le public et qu'il se range du côté des multinationales. Et là, on nous dit, mais en fait, il n'y a pas, depuis des mois, on nous dit qu'il n'y a pas de génocide. Donc nous, on ne peut pas participer à un génocide. Juste, j'invite en fait à lire la tribune sur le génocide qu'on a publié et qui montre qu'en fait, il y a tous les actes de la Convention sur le génocide qui sont remplis par Israël, non seulement le meurtre, l'intégrité physique, mais aussi les conditions de vie. La famine, c'est prouvé aujourd'hui par les observateurs internationaux et la Cour internationale de justice que Israël utilise la famine comme... pour appuyer le génocide. Et aussi, en fait, j'ai juste envie d'appuyer là-dessus, d'insister. En fait, on croit que le génocide, c'est un certain nombre de millions de morts, alors même que, par exemple, le massacre de Srebrenica ou même de Yézidis, en fait, ont été reconnus comme des génocides. Et là, la Cour internationale de justice a bien dit qu'une partie substantielle des Palestiniens, donc les Palestiniens de Gaza, étaient visés par ce génocide. Et l'intention est caractérisée dans la mesure où les dirigeants israéliens disent bien « on veut détruire Gaza ». Et c'est très intéressant que des juristes s'opposent à cette qualification. On voit bien que c'est extrêmement politique. Les médias sont complices, bien sûr, du déni en fait, de cette qualification pourtant évidente. Et enfin... l'interprétation du droit est encore vraiment très évidente, puisque là, par exemple, même les articles amis sur le salon disent ce que les Israéliens ont voulu faire croire et comment ils ont interprété le droit, c'est-à-dire, je vous explique très rapidement, Eurosatori, on a une décision du tribunal de Bobigny qui dit les associations peuvent demander l'interdiction des entreprises au moins israéliennes au salon. La Cour d'appel dit on ne peut pas agir en référé sur ces questions parce que c'est une question que le gouvernement seul est habilité à traiter puisque ça fait partie des conduites internationales de la France. La Cour d'appel ne dit pas, absolument pas, on ne peut pas interdire les entreprises. Elle ne se prononce pas sur le fond. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous les médias ont repris l'analyse des entreprises israéliennes en disant, vous voyez bien, en fait, on a dit que c'était illégal d'interdire les entreprises israéliennes. Et elles sont allées saisir le tribunal de commerce qui n'était pas compétent pour qu'ils disent que c'était discriminatoire. Donc en fait, ça paraît technique comme ça le droit, mais là c'est magnifique parce que plein de personnes qui n'avaient jamais fait de droit sont intervenues sur le dossier, ont fait des recherches, et en fait, on a intérêt à vraiment s'emparer de cette stratégie pour ne pas se laisser berner, justement, et dans ces qualifications qui sont, à nouveau, en fait, pour appuyer ces thèses militaristes et coloniales. Je voulais juste rebondir un tout petit peu sur la notion de complicité de génocide. Donc nous, à Survie, on travaille beaucoup sur la reconnaissance de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et on estime qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, en fait, entre le soutien inconditionnel de la France au gouvernement israélien aujourd'hui et le soutien inconditionnel un peu que la France a apporté au gouvernement génocidaire rwandais. Et je pense que parfois on a l'impression que complicité de génocide, ça veut dire partager l'intention génocidaire en fait. Alors que justement il y a une jurisprudence de Lafarge et de Maurice Papon aussi qui a été condamné sans qu'on indique qu'il partageait l'intention génocidaire. Et c'est pour ça, en fait, que je pense qu'il y a aussi un blocage dans cette idée de concevoir la France ou ce genre d'événements comme les salons du Bourget comme constitutif d'une forme de complicité, alors que l'intention génocidaire n'a pas forcément besoin d'être partagée, mais voilà, en étant une vitrine, en permettant la signature de contrats, enfin la dernière édition du Salon du Bourget, c'est quand même 150 milliards de dollars de contrats qui ont été signés. Donc c'est quand même une des conditions premières, comme tu le disais Marie-Lou, pour que ces crimes internationaux puissent avoir lieu. Et je pense que voilà, donc aussi quand on regarde voilà la longue tradition de complicité que l'État français a dans des crimes absolument odieux, que ce soit donc de répression, voilà, avec nos amis dictateurs africains qu'on arme, mais aussi donc du coup complicité, voilà, de génocide. Voilà, c'est pas la première fois que l'État français se déshonore en étant complice d'un génocide, à la fois au niveau diplomatique, financier
aux militaires. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve ce salon est vraiment un rendez-vous qui est hyper important pour comprendre la place particulière de la France dans ce système global, violent, inégalitaire et voilà, ce business de la guerre aussi destiné à l'accumulation de profits, comme je disais. Ça fait une super transition avec tout un autre champ de questions que j'aimerais aborder maintenant. Donc là, tu viens de dire que le Salon du Bourget, c'était un peu une vitrine. Toi, tu as parlé de cette pub là de Raphaël, ça s'appelle comme ça, etc. Et donc, j'aimerais un peu revenir justement aussi à partir de ton travail, Déborah, sur la constitution de cet imaginaire militariste auquel participent des événements, évidemment que c'est des événements de business avant, je pense, d'être des événements de l'imaginaire, mais comment est-ce que ça participe de la construction d'un imaginaire militariste. Et dans ton livre, Déborah, tu reviens sur toute une série d'images, de campagnes de recrutement de l'armée de terre française en 2016, que vous avez sans doute sûrement déjà vu, en tout cas je me rappelle de les avoir vus dans la rue. Les affiches de l'armée de terre française lors de la grande campagne de recrutement reprennent ce répertoire de la mise en mouvement, aller de l'avant, j'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté, affirme une autre qui se réfère à l'opération Barkhane au Mali, je veux repousser mes limites au-delà des frontières, affiche une troisième en référence à l'opération Pamir en Afghanistan. Aller de l'avant, la soif d'aventure, dépasser les frontières géopolitiques mais aussi psychiques, intimes, donc il y en a d'autres, devenez-vous-même.com, allez, avec toujours cette convocation d'un imaginaire de l'aventure, du dépassement de soi, et l'idée que finalement l'expérience de la guerre ferait partie des expériences les plus intensément vécues. Et c'est vrai qu'en un sens, peut-être que ça peut paraître contradictoire avec tout ce qu'on vient d'évoquer juste avant de la constitution d'une distance par rapport à la guerre. Je veux dire, parce que ces campagnes, justement, elles mettent en scène le corps en guerre et la guerre comme expérience vécue, là où il y a en même temps une sorte de volonté de mise à distance. Donc comment est-ce que ces deux éléments s'articulent aujourd'hui dans ce qu'on peut appeler de la propagande, et comment est-ce que ces quêtes d'expérience, d'intensité peuvent être embarquées dans des gestes guerriers, et comment, à contrario, et là je pense que ça peut rejoindre aussi ce qu'on a évoqué un petit peu sur une autre ambition peut-être de la coalition Guerre à la guerre, qui serait de construire une sorte d'antimilitarisme de masse, ce qui passe sans doute aussi par la constitution d'un contre-imaginaire antimilitariste, et comment est-ce que ça peut se mettre en place. Voilà. Plein de trucs à dire. Je pense que ça me permet aussi de revenir un petit peu sur pourquoi ça me paraît important, le fait de s'intéresser aussi aux affects dans les mobilisations guerrières. Et on le voit très bien dans ces affiches, là, dont tu viens de citer certains slogans, comment c'est des slogans qui s'adressent directement à tout un imaginaire, et aussi effectivement à des désirs qui touchent à comme le désir d'aventure. Je trouve ça assez fou, ces phrases sur je veux dépasser mes frontières, parce que ça cristallise vraiment cette dimension expansionniste au sens le plus matériel, spatial du terme, et en même temps ça raconte quelque chose sur toute une construction de soi aussi, le rapport qu'on peut avoir à nos corps. Et il me semble que les deux sont... Voilà, si on s'intéresse à l'histoire coloniale, à ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est aussi intéressant de voir comment ça a constitué aussi des rapports intimes aussi à la manière dont on vit nos expériences, ce qu'on attend d'une guerre, voire d'un voyage, parce que ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que dans ces affiches, on retrouve des formules qui parfois qu'on va retrouver telles quelles dans des agences de tourisme pour aller faire des voyages dans des régions dites exotiques par les dites agences, quoi. Et donc on voit aussi comment il y a tout un imaginaire qui circule, qui passe par la guerre, mais aussi par d'autres choses. Et une des raisons aussi pour lesquelles ça me paraît important, et ça me permet aussi de revenir un peu sur la question de la propagande, parce qu'il me semble une erreur qu'on fait parfois, c'est de croire que les formules de propagande, elles agissent en quelque sorte toutes seules, un peu selon le modèle du bourrage de crâne. Voilà, comme si nous, on était tout à fait
vierge d'affect dans cette histoire, complètement passif, et qu'on venait avec des beaux discours et que hop, on est recruté dans ces discours, mais un peu à partir de rien. Or, moi je pense que quand une propagande fonctionne, c'est parce qu'elle parvient justement à saisir des affects qui quelque part sont déjà là et qui bien sûr qui vont être retravaillés, retransformés par ces discours. Et les affects, c'est quelque chose de très dynamique, c'est pas juste l'antériorité et puis après il y a le discours, mais ça se façonne aussi par le langage, par la manière dont ça circule, etc. Et ça c'est une réflexion qui était aussi très importante au moment de la montée des fascismes, du nazisme en Allemagne, parce qu'à l'époque, vous pourrez dire que le prisme critique premier, c'était effectivement de dire en fait les gens sont en train de se faire manipuler. Ils n'ont pas intérêt, en fait, au nazisme. Ils ont alors, bien sûr, certains y ont intérêt, mais tous n'y ont pas intérêt. Alors, ils sont en train de se faire avoir, de se faire illusionner. Et il y a eu toute une réflexion qui passe notamment par un auteur qui s'appelle Wilhelm Reich, et ça a donné lieu à toute une tradition qui, justement, a pensé la question du désir, qui dit, en fait, à partir du moment où on en reste à ce regard simplement... critique qui cherche à voir quelle est la logique sous-jacente qui expliquerait le fait que les gens se font manipuler, on passe à côté d'une partie du problème, de ce qui est en train de se jouer là, et il faut se demander justement à quoi ça répond, le fait que ça prend à tel moment. C'est aussi quelque chose, un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Massumi, qui est un philosophe canadien qui a écrit tout un livre qui s'appelle Honte au pouvoir sur la guerre antiterroriste, guerre dite contre le terrorisme aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, et tout ce truc de Bush donc, qui avait dit oui, il faut qu'on envahisse l'Irak parce qu'il y aurait la construction d'une arme nucléaire. Et ce que dit Massoumi, c'est qu'en fait, cet argument-là, argument de propagande, il a été démonté en fait assez rapidement, mais que c'est pas encore ça qui fait que les gens ont commencé à s'opposer en fait à cette dynamique guerrière. Donc les affects ont aussi leur dynamique propre. On peut être mis sur le pied de guerre, on peut être pris dans les dynamiques de la peur. Massoumi il montre comment la guerre contre le terrorisme, dite guerre contre le terrorisme, se nourrit sans cesse de la production d'une peur, d'une espèce de paranoïa où il s'agit sans cesse d'anticiper la menace possible qui pourrait surgir n'importe où. Et résister à ça, en fait, si on... le travail qui consiste à dire mais en fait regardez cet argument-là, on voit bien qu'il est réfutable, la bombe atomique, c'était vraiment un argument fantoche, etc., ne vient pas directement agir en fait sur cette dimension affective. Et c'est plutôt le moment où il y a les images de Guantanamo, etc., qui commencent à circuler, que ce discours guerrier commence à être fissuré. Voilà. Et alors sur les images, ces affiches, la quête d'aventure et tout, je trouve ça intéressant parce que il me semble que ça plonge vraiment ses racines dans une histoire, justement, j'ai envie de dire un peu presque fondatrice de la modernité. On pourrait dire que 1492, c'est le début de toute l'histoire de la conquête coloniale occidentale. Et ça va de pair, en fait, aussi avec la naissance de tout un imaginaire de l'exploration. C'est aussi, ce sont les explorateurs. Et donc, ce rapport à l'aventure, il me semble pas que ce soit juste quelque chose qui vient se rajouter pour justifier des intérêts économiques. Il me semble que c'est des alliances plus subtiles et plus complexes, que les deux tiennent ensemble, et que cette histoire, elle a été aussi nourrie justement par tous ces imaginaires et que ça a construit tout un rapport aussi à l'expérience et qu'on voit apparaître dans ces affiches. Ouais. Juste des bras, juste rapprocher de 10 cm et on va 15. Et oui, moi je trouve que c'est vrai que l'imaginaire colonial il est vraiment perceptible, il traverse l'armée française dans toutes ses interventions militaires en Afrique. C'est l'historienne Camille Lefebvre qui a beaucoup écrit un peu sur comment la conquête du Sahara dans les années 1880-90 a vraiment, est vraiment encore aujourd'hui un peu une référence mythique pour l'armée française et en fait c'est intéressant parce que quand on est arrivé en 2013 au Sahel, donc au Mali, il y a des militaires qui ont commencé à écrire un peu sur leur expérience du terrain et eux-mêmes dans leur façon de faire leur récit de ce qu'ils étaient en train de vivre, ils invoquent la conquête du Sahara, la conquête pacificatrice du Sahara, ou même les expéditions à Madagascar. Donc c'est vraiment un truc qui est très ancré
à la fois, je pense, par donc l'histoire de l'institution en elle-même, mais aussi enfin je pense l'aspect plus aussi familial. Il y a beaucoup de responsables militaires qui sont des descendants d'une grande dynastie de responsables militaires aussi, et du coup ce sont des récits qui se transmettent de génération en génération. Et il y a aussi, je pense, un truc plus concret qui reflète cet imaginaire colonial de l'armée et du militaire en France. Enfin, l'espace public, c'est un peu une propagande à ciel ouvert de ça. Un des scandales les plus récents, donc en 2021, il y a eu le rapport Stora qui a été rendu à Emmanuel Macron, donc sur la mémoire de la colonisation de l'Algérie et de la guerre de l'Algérie. En octobre 2024, il y a les pouvoirs publics à Toul qui érigent une statue de 2 mètres du colonel Bijard, qui s'est illustré pendant la guerre d'Indochine et qui considérait que la torture en Algérie était un mal nécessaire. Et donc cette phrase et tous ses exploits violents en Algérie et en Indochine ne l'ont pas empêché d'être nommé secrétaire d'État par Valéry Giscard d'Estaing en 1975. Et donc aujourd'hui, en 2024, on érige une statue à la gloire de ce colonel-là. Donc c'est vraiment... je pense que ça illustre à la fois à quel point on est en retard sur le mouvement plus global de déboulonnage et de décolonisation des espaces publics et des esprits. Ça illustre aussi, je pense, le double jeu de Macron qui, d'un côté, commande des rapports pour essayer de lever les tabous sur notre histoire coloniale, mais qui, d'un autre côté, alimente aussi un peu ce discours d'anti-repentance et aussi qui drague l'extrême droite avec ça, mais qui aussi permet un peu d'entretenir cette exceptionnalité et cette impunité qui caractérise le militaire en France. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile d'avoir des discours critiques envers cette institution chez nous. Et il y a un autre colonel à Nancy qui a été érigé comme ça sur l'Algérie, un des criminels de l'Algérie. Il y a un magnifique livre de Dorothée Myriam Kellou, Nancy Kabylie là-dessus. Et moi je me demandais aussi du coup, mais qui écrit l'histoire et comment on peut se réapproprier l'histoire pour que ça soit justement plus les colonisateurs qui l'écrivent, mais qu'on sache que en fait dans l'histoire il y a eu... on devrait parler plutôt que de conquête de l'Amérique, du génocide des peuples natifs américains, bien entendu. Et si on en parlait comme ça, peut-être qu'on aurait vraiment une autre façon de voir l'histoire. Et du coup, ça me donne envie de me dire, mais comment on peut se réapproprier justement cette histoire et en faisant ce qu'on est en train de faire, pour aller vers un imaginaire anti-militariste et se dire que en fait peut-être c'est pas assez promu, mais il y a aussi des historiens qui montrent qu'il y a plein de périodes en fait dans certaines régions où il y avait absolument pas de guerre, mais on n'en parle pas parce que ce dont on veut parler en fait c'est justement et comme ça on normalise en fait presque la guerre et la violence comme quelque chose d'intrinsèque à nos civilisations, alors que, on le rappelait, c'est aussi le capitalisme qui alimente ces guerres. Donc, comment on se réapproprie cette histoire et comment on construit ensemble en fait cet imaginaire justement antimilitariste. Moi, j'ai vraiment envie pour faire le lien avec le Salon du Bourget, et c'est ce qu'on a fait beaucoup dans nos communiqués de presse, de montrer que en fait, tous ces impôts, tous ces milliards d'euros qui sont donnés aux multinationales qui aujourd'hui vont être au Salon du Bourget et qui viennent donc des impôts de plein de Français, et pas que des Européens, en fait, ils pourraient vraiment être utilisés dans des services publics dignes de ce nom, le renforcement des services publics des hôpitaux, justement des écoles, où on enseignerait une histoire justement digne de ce nom sur le colonialisme en France. Ce budget, il pourrait aussi servir à rétribuer, par exemple, des médiatrices, des personnes qui apporteraient, grâce à l'éducation populaire, un autre rapport à la violence et une éducation des petits à comment on gère les tensions, à comment en fait on ne discrimine pas, à comment on est conscient des oppressions et comment du coup on éduque à la paix en fait des petits, et comment on tisse des liens de solidarité qui sont en fait les plus efficaces pour éviter en fait la guerre. D'abord, quand tu dis, il y a aussi la question de quelle histoire on hérite, et aussi de comment
raconter nos histoires d'une façon qui raconte autre chose que découverte de l'Amérique, conquête de la puissance européenne, comment on va récupérer cette puissance, etc. Et comment c'est lié aussi à des rapports à l'histoire. Et je trouve ça intéressant parce que tu disais, ouais, il y a un peu cette propension à donner à la violence guerrière une place très centrale, justement pour se raconter nous-mêmes et d'où on vient, et qu'il y a du coup des périodes entières qui nous intéressent beaucoup moins, parce que justement il y a moins ce ressort un peu dramatique comme ça. Et c'est intéressant de voir comment c'est des questions qui sont posées aussi dans la littérature. Par exemple, Ursula Le Guin, qui est donc une autrice, on va dire, de science-fiction, qui a écrit des magnifiques textes là-dessus, où elle dit... je réalise à quel point c'est difficile d'écrire des récits de science-fiction sans justement pas sans parler de la violence, parce que Le Guin parle tout le temps de la violence, mais sans faire de la violence une sorte de ressort dramatique qui fait tenir l'histoire et qui justement donne son intensité à l'histoire, et pas parce que c'est abstraitement une impossibilité, mais parce qu'on a vraiment construit même un rapport au récit qui dépend en fait de ce ressort de la violence et de la guerre comme ce qui vient intensifier l'histoire. Et je trouve ça intéressant aussi d'aller voir comment dans la littérature il y a des tentatives pour comment on va écrire une histoire qui va être tout aussi passionnante, voire d'autant plus passionnante qu'elle va travailler avec d'autres ressorts. Ça, c'était un premier truc que je voulais dire. Et puis sinon, ce que tu disais sur en fait... si on met le budget ailleurs, est-ce qu'on n'agit pas mieux, est-ce qu'on se protège pas mieux de la guerre qu'en investissant dans la défense et dans l'armement? Je trouve ça intéressant de voir comment, effectivement, là, aujourd'hui, alors il y a la question de l'investissement dans l'armement, mais il y a aussi tout un élargissement du spectre de ce qu'on va venir militariser. J'avais écouté comme ça toute une émission, c'était sur la chaîne publique belge francophone, où il y avait un général français, un général belge, un ancien secrétaire général de l'OTAN et quelqu'un qui venait d'un organisme de recherche indépendant qui avait un discours un peu différent, et tout le thème du débat, c'était « Sommes-nous déjà en guerre contre la Russie ?» Et les trois répondaient « Oui, nous sommes déjà en guerre contre la Russie ». Et qu'est-ce qui leur permettait de dire ça? C'était de dire « On est déjà dans une guerre hybride ». Et alors c'est intéressant parce que ce terme de guerre hybride, en fait, ça vient capter dans le registre de la guerre des trucs qui demandent en fait une réponse qui n'est pas du tout militaire, notamment ce qui va être des campagnes de désinformation, etc. Et donc il y avait cet argument de parce qu'il y a des formes d'ingérence informationnelle de la part de la Russie, on peut déjà considérer que ça fait partie de la guerre, et donc on est déjà en quelque sorte en guerre. Et la personne qui avait un peu plus de recul disait, mais en fait, la désinformation, comment est-ce qu'on lutte contre cela? En fait, contre, je sais pas, moi, l'éducation aux médias, etc. Donc par des réponses qui en fait sont pas du tout militaires, et c'est pas un budget augmenté pour la défense qui va permettre de construire ça. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de se dire, en fait, il y a des... Voilà, cette militarisation du spectre vient aussi affaiblir, en fait, la capacité à répondre à des problèmes qui sont par ailleurs hyper réels, quoi. Moi, je voulais aussi rebondir sur cette question de l'économie de guerre, parce que je pense que, bien sûr, on est obligé de... Pour faire amplifier et faire grandir un mouvement, on compose avec des forces différentes. Donc cette question de l'économie de guerre, elle s'est beaucoup posée, elle est beaucoup posée au sein de surtout de l'interorga autour de la construction du Bourget, donc par des forces comme la CGT, la France Insoumise, etc., ou même Solidaire. Mais après, je tiens quand même à dire que la spécificité de la coalition Guerre à la guerre, c'est d'avoir aussi circonscrit ses contours, quoi, à des organisations et des individus qui pensent quand même depuis un point de vue et d'une perspective révolutionnaire, et pour qui l'objectif premier, c'est celui de l'affaiblissement de notre propre puissance, quoi. Donc je veux dire qu'en fait, une fois qu'on pose ça, c'est-à-dire l'idée que en fait, la responsabilité internationaliste et révolutionnaire qu'on peut avoir en tant que militant révolutionnaire ou en tant que militant anti-impérialiste aujourd'hui en France, c'est d'affaiblir la puissance française, ça devient un peu plus difficile d'envisager comment en fait on peut répartir les budgets dans une économie florissante, en pleine croissance, etc. Même si évidemment qu'on préférerait que
les budgets aillent plutôt aux services publics, à la santé et à l'éducation que à la guerre. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que voilà, c'était important de replacer ça, tout comme c'est important aussi, je pense, quand tu t'abordes cette question de la modernité, de aussi redire que voilà, malgré les différentes discussions qu'on a eues au sein de la coalition, les différents points de désaccord, notamment sur ce que veut dire l'anti-impérialisme, ou en fait ce que veut dire spécifiquement la guerre impériale aujourd'hui. Là où il y a aussi un point d'accord, c'est sur, je pense qu'il y aurait un peu sur cette critique de l'intrication entre la guerre et la modernité, et comment en fait la modernité, c'est... parce que on dit c'est pas seulement une question d'intérêt économique et tout, mais en fait c'est vrai que le début de 1492, c'est aussi quand même la naissance de l'État-nation, donc c'est aussi le moment où justement on peut déjà commencer à penser en termes de la consubstantialité entre l'État et la guerre, et surtout entre une forme impérialiste, puisque c'est aussi une forme de conquête, d'expansion. Voilà, donc je pense que voilà, on n'a pas eu des débats très... des débats de ligne à l'intérieur de la coalition pour savoir un peu comment on se positionnerait sur la modernité et la raison, mais je pressens qu'il y a quand même un point d'accord un peu sur ce sujet, c'est-à-dire un rapport aussi très, très critique et surtout surtout une pensée aussi de la puisque en fait on est aussi anti-impérialiste, on pense aussi comment ces choses-là se créent, comment en fait la modernité et la guerre s'entremêlent, et je pense que ça, voilà, c'est aussi un truc assez important au sein de la coalition. C'est encore parce que là on a eu aussi beaucoup de débats avec des camarades plus extérieurs à la coalition Guerre à la guerre, et souvent en fait il y a aussi un truc qui revient, c'est l'idée qu'en fait on peut être anticapitaliste ou on peut être révolutionnaire sans être forcément critique de la guerre, voire qu'en fait la guerre n'aurait rien à voir avec la question du capitalisme et ce serait un phénomène isolé. Bon là non, encore une fois nous on dit c'est évidemment en fait le capital ne pourrait pas se développer sans ce moment de violence politique, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'armement, parce que je reviens aussi là-dessus, c'est que le salon du Bourget, c'est vraiment c'est aussi vraiment une sorte, encore une fois, de pointe très visible de l'iceberg, de justement tous ces phénomènes qui, quand on le pense comme ça, c'est-à-dire d'une façon un peu théorique, peuvent donner un peu l'impression d'un écrasement ou en fait de pas trouver aussi des prises, quoi. Et c'est vrai que quelque part pointer, enfin nous aussi ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer de trouver les endroits de conflictualité, les endroits de contradiction, et les endroits en fait où on peut, comme tu disais au début, trouver un peu des prises et des leviers en fait de renversement. Là, c'est sûr que en fait, avec le salon du Bourget, on vient quand même remettre en cause toute une économie, toute une vitrine. Voilà. C'est parfait ce que tu dis, parce que ça articule un peu à une des dernières questions que je voulais poser, sur la question, et qui va aussi permettre de rebondir sur ce que tu disais sur la question du désir, mais sur la question plus généralement du lien entre antifascisme et antimilitarisme. Quel serait le lien entre les deux, et aussi parce que du coup le dernier chapitre de ton livre, Déborah, c'est dans le maelstrom des désirs fascistes. Et déjà j'aurais une première question assez naïve qui serait, comment est-ce que... C'est quoi le lien entre la guerre et le fascisme, quoi? Pourquoi on a un livre sur la guerre? Pourquoi est-ce qu'on en vient à parler du fascisme? Est-ce que la guerre est nécessairement fasciste? Est-ce que être antifasciste c'est nécessairement anti-guerre? Et donc ce qui reboucle aussi sur les questions qu'on posait au début, qui sont celles des différences entre différents types de guerre, et aussi de questions qui certes peuvent paraître être strictement sémantiques, mais qui me semblent quand même assez importantes pour vraiment être clair sur ce qu'on dit et sur ce qu'on veut faire. Donc, et je voulais juste te lire pour rebondir sur la question de dire une citation de TV Light que tu cites au début de ce dernier chapitre. Il nous a peut-être vraiment donné de comprendre pourquoi le fascisme a gagné en Allemagne. Il s'est plus radicalement accroché au désir que le KPD, donc le Parti communiste allemand, à celui de la production d'un monde meilleur. Ce dernier ne laissait pas sentir grand-chose de l'envie d'émancipation, de l'envie de nouvelles connexions, de l'envie du déchaînement de nouveaux flux.
Cette renaissance, cette résurrection de la vie éteinte dans les masses, c'est le fascisme qui a su le mieux l'organiser. Or, les non-fascistes auraient moins à l'organiser qu'à le libérer, l'accélérer, l'intensifier et le métamorphoser en diversité dont l'éminente qualité serait le fait de ne pas pouvoir être organisé de manière fasciste, en une promesse de vie vécue qui n'a pas besoin de crier sans arrêt à la Renaissance. Donc, enfin, qu'est-ce qui vient connecter le militarisme au fascisme, et est-ce que ça se connecte nécessairement, et à contrario, est-ce que l'antifascisme est nécessairement un antimilitarisme, et comment ça s'articule plus globalement à la question de la violence et de la violence politique. Je commence du coup. Ouais, vas-y. Ok. Bon, moi j'avoue je suis un peu perdue en fait avec ces questions, aussi parce que je pense qu'on est en plein moment d'émergence de nouvelles formes de fascisme, et que c'est pas en faisant comme j'ai fait, en allant lire la naissance du fascisme dans les années 20 qu'on a toutes les clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, même s'il y a quand même des résonances et qu'on a quand même beaucoup à gagner de retourner voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon, moi simplement c'est parce que donc c'est un chapitre qui est sur un auteur qui s'appelle Ernst Jünger, un auteur allemand. Je vais pas lancer dans sa biographie, mais bref, héros de la Première Guerre mondiale, qui a écrit plein de romans sur la Première Guerre mondiale, et qui va être connu dans les années 20, non seulement pour ses livres, ses romans de guerre, mais aussi parce que c'est une figure fondatrice de la révolution conservatrice allemande, donc on va dire, je sais pas, c'est l'extrême droite anti-système de l'époque, pour le dire un peu vite. Et je trouvais ça intéressant de voir comment Jünger, justement, il brasse toute une histoire des désirs guerriers dont on peut pas dire, voilà, c'est une histoire qui serait fasciste, c'est une histoire qui est violente, c'est une histoire qui est coloniale, c'est une histoire qui est plein de choses, mais ça m'intéressait de voir comment ça mute en fascisme, et de quelle façon. Donc voilà, parce que Jünger, c'est le fondateur notamment du concept de mobilisation totale, qui va par ailleurs faire vraiment partie de la politique et de l'économie du nazisme dans les années 30. Donc en gros l'idée que c'est la société qui se met à fonctionner au rythme de la guerre et de l'horizon de la guerre. Donc d'abord il y avait l'idée qu'on va refonder la nation allemande dans l'expérience de la Première Guerre mondiale, une espèce de revitalisation de la nation dans l'expérience de la guerre. On pourrait dire ça, c'est un premier mouvement. Et le deuxième temps, c'était de dire, mais en fait, et la guerre, elle n'est pas terminée. La fin de la Première Guerre mondiale, c'est pas la fin de la guerre, c'est au contraire le début d'un horizon, d'une mise en mouvement de la société et de l'économie, etc., qui est tournée vers la guerre future, quoi, en quelque sorte. Donc ça m'intéressait de voir comment une histoire qui rassemble aussi des écrivains qui pour le coup sont pas du tout des écrivains fascistes, mais qui eux aussi ont eu cette fascination pour l'expérience de la guerre, mute en fascisme. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Oui, peut-être juste deux choses. C'est d'abord que je pense que c'est ce qu'on a vu au moment de la Première Guerre mondiale, et c'est ce qu'on voit maintenant, c'est que malheureusement, le militarisme n'est pas le propre ou l'exclusivité du fascisme et de l'extrême droite, qu'en fait, il y a la Première Guerre mondiale, c'était quand même un alignement, justement, politique sur le vote des crédits de guerre, les partis socialistes qui ont marginalisé complètement leur voix antimilitariste. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table, et ça ne veut pas dire que le militarisme de droite est le même que le militarisme de gauche, et il y a plein de contrastes et tout, mais malgré tout, comment ça peut s'aligner, et comment c'est des divisions aussi, évidemment, au sein de la gauche, quoi. Donc ça, je pense que c'est important de pas externaliser le problème comme si ça concernait seulement... Bon. Et puis l'autre chose, moi, quand tu dis ce qu'on fait dans la coalition Guerre à la guerre, c'est qu'on lutte contre notre propre puissance. Je pense que ça, pour moi, ça c'est aussi une lutte antifasciste, en fait, de dire ça, parce que justement, je pense que quelque chose, et peut-être qui fait résonance entre les années 20-30 et aujourd'hui, c'est que les fascismes, c'est toujours un rapport à, j'ai envie de dire, une conquête, et même une idée d'une reconquête. C'était ça en Allemagne, il y a eu la défaite de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles, la crise économique, et le nazisme, il y avait vraiment cette idée de on va reconquérir une puissance, et encore une fois, je pense que ça va avec, c'est une puissance
politique, mais c'était aussi, c'est intéressant d'aller voir les écrivains fascistes, encore une fois, les auteurs, comment est-ce que c'est aussi une reconquête qui porte sur soi, quoi. Et ça, voilà, le mouvement MAGA, enfin, je veux dire, c'est au cœur du mouvement MAGA, et ça se connecte, je pense, à cette alliance entre ultra-virilisme et racisme exacerbé avec une tendance exterminatrice. Comment tout ça, c'est la production d'une sorte de jouissance fasciste qui est liée à cette passion de la reconquête, donc le sentiment qu'il y a une perte de puissance et qu'il s'agit de la reconquérir. C'est pas pour rien que le parti de Zemmour s'appelle Reconquête, et on pourrait continuer la liste comme ça. Et donc oui, je pense que lutter contre notre propre puissance en tant que puissance impériale ou à tendance qui brasse encore tout un imaginaire impérial, c'est lié tout de suite à la lutte contre le fascisme aussi en tant qu'il participe à la production de soi, des corps, etc. Bah, c'est ça, moi je trouve que c'est... Ah non, vas-y, tu veux y aller ? Je peux dire un mot après, tu veux, bien sûr. Sur la grande question que tu poses, moi j'ai pas du tout de prétention à répondre à ces questions-là. Je pense qu'il faudrait faire des analyses historiques et tout ça là. Mais en tout cas, j'ai l'impression que depuis la coalition Guerre à la guerre, en tout cas c'est sûr que nous on fait un lien fort entre le processus de militarisation actuel et le processus de néofascisation qui est en cours. Et je pense qu'il y a peu de forces politiques qui le font et que c'est vraiment important de le faire et de comprendre qu'en fait la question palestinienne, ce qui est en train de se passer à la fois à Gaza et en Cisjordanie, mais aussi dans les traitements politiques qui sont faits en France, aujourd'hui c'est un moteur en fait de la fascisation de la France et en fait de la montée de l'extrême droite en France. Il y a beaucoup de forces de gauche qui font pas cette connexion là. Et quand elles parlent de l'extrême droite, en fait elles parlent du Rassemblement national, et en fait il faut lutter contre le RN et contre le Rassemblement national. Bien sûr qu'il faut lutter contre le RN et le Rassemblement national, mais en fait si on regarde dans l'histoire longue, l'histoire coloniale en fait de l'Europe, et ben en fait ça c'est Mathieu Rigous qui est venu récemment sur votre plateau qui raconte très bien ça, mais c'est qu'en fait le champ de bataille colonial a été un terrain d'expérimentation de la contre-insurrection, des techniques, des doctrines, des armes, enfin aussi des technologies très concrètes qui sont ensuite réimportées dans les centres impériaux. Et c'est ce que dit Aimé Césaire, c'est qu'en fait le fascisme, quand il arrive en Europe, c'est un effet en retour de la colonisation, ce qu'il appelle un effet boomerang de la colonisation, et que en fait les techniques d'enfermement, de hiérarchisation des corps, de torture, etc., et ben, sont appliquées aux corps blancs dans les centres impérialistes. Et je pense que là, tout ce qui est en train de tomber, en fait là, les outils de l'extrême droite, c'est des outils, que ce soit la répression administrative, la répression policière, la répression juridique avec l'antiterrorisme, etc. C'est des outils qui ont d'abord été utilisés contre les mouvements pour la Palestine et contre les personnes assignées des personnes désignées comme musulmanes ou comme noires et arabes. C'est ce qui nous est arrivé avec les soulèvements de la terre. Je veux dire, toute la répression qu'on a subie, c'est l'ASDAT, la sous-direction antiterroriste qui a une genèse coloniale. C'est la dissolution administrative, loi séparatiste 2021, qui a une histoire coloniale. Et c'est les armes de la police qui, comme on vient de dire pendant toute cette émission, a une histoire coloniale. Et je pense que du coup c'est très important de remettre la question coloniale, la question palestinienne et la question de l'islamophobie, et donc en lien avec la militarisation en cours et avec la fascisation de notre société, quoi. Oui, donc je trouve que la façon dont toi tu le présentes et dont tu le tisses, elle est quand même assez essentielle pour parler de effectivement ce qui nous lie au sein de la coalition, de dire que on s'inscrit pas dans une critique de l'extrême droite comme certains comme elle a pu apparaître chez certains camarades, ou voilà, à certains endroits à gauche, ou qui se contenteraient juste de regarder les conséquences du fascisme, que le fascisme a sur nos vies, etc. Mais en fait, là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de penser aussi la France dans son rapport, dans les rapports de force internationaux, dans son rapport à l'économie globale. Et je pense que c'est aussi ce qui caractérise quelque part l'antifascisme de la coalition Guerre à la guerre, ou en tout cas des organisations qui sont à l'intérieur, c'est que ce sont des organisations qui se positionnent contre le fascisme à un niveau vraiment international, en prenant en compte tous ces paramètres. Puis il y a un truc aussi dont on parlait pas mal de l'Europe, et aussi des mythes un peu fondateur de l'Europe, mais il y a quand même ce mythe fondateur, enfin plus que ce mythe d'ailleurs, mais même c'est la constitution française autour de la question de l'universalisme, et du coup cette illusion d'un espace de droit qui pourrait être parfois hyper inclusif, ou parfois qui pourrait être
soi-disant hyper inclusif et qui pourrait prendre les différentes composantes sociales dans sa centralité, alors qu'en fait on voit que cet universalisme a de cesse de s'exprimer dans l'exception, l'exclusion, et voilà, et là je pense qu'il y a aussi une ligne de rupture clairement qu'on peut tracer entre des organisations, disons, anti-impérialistes et antifascistes qui verraient la nécessité de se positionner contre cet universalisme, et puis des organisations disons antifascistes ou en tout cas d'extrême gauche qui critiqueraient l'extrême droite sans remettre vraiment la critique de la France en tant que puissance au centre, parce qu'à ce niveau-là, je veux dire, il y a des antifascistes allemands sionistes qui se revendiquent aussi de l'antifascisme, donc voilà, ça peut être vraiment ouvert à toute interprétation, quoi. Je voulais juste appuyer justement sur les propos de la camarade des Soulèvements de la Terre, sur la centralité de l'islamophobie aussi dans cette articulation entre guerre à l'extérieur et guerre contre les ennemis de l'intérieur. Ouais, ça, on n'a pas assez parlé. Et c'est vrai que aussi l'islamophobie, elle est intrinsèque aussi à la doctrine de la guerre contre le terrorisme, et ça découle aussi de cet imaginaire de reconquête et de la stigmatisation, des peuples nomades par exemple au Sahara, des Touaregs, etc. Et vraiment, ouais, cette stigmatisation de l'ennemi musulman aujourd'hui qui est vraiment au centre de ces guerres qu'on mène, et tout à fait d'accord aussi sur le fait que l'échiquier politique français gauche-droite est pas une grille de lecture qui nous permet d'associer la militarisation à un camp ou à un autre, puisque aussi dans cette guerre contre les ennemis de l'intérieur, la militarisation des moyens qu'on donne pour mener la guerre, par exemple aux personnes exilées ou en migration, c'est à la fois des gouvernements de droite et de gauche qui ont mené ça. Et sur la guerre contre le terrorisme aussi, à l'échelle du quinquennat de François Hollande, qui était un président de gauche, c'est à cette occasion-là qu'il y a eu donc cet interventionnisme militaire au Sahel pendant 10 ans, et qu'il y a eu un peu cette généralisation de l'état d'urgence qui a été instrumentalisée pour des lois liberticides, pour de la répression, et aussi pour des violences policières et une stigmatisation de nouveau des ressortissants français musulmans, quoi. Et qui fait le jeu de l'extrême droite, parce que les gens se sont complètement abandonnés, il n'y a plus de gauche, comme si, pour moi, je me posais la question, est-ce qu'on peut dire que le Parti Socialiste est un parti de gauche ? Dans la mesure où justement, depuis les années 80, en fait, les politiques néolibérales, néocoloniales, elles sont mises en place de exactement la même façon. Ce qui fait aussi le jeu de la fascisation, c'est comme une boucle qui se boucle. On peut s'arrêter là-dessus. Tu voulais faire une page de pub, ouais. On va exceptionnellement finir avec une page de pub. Du coup, alors déjà, vous pouvez acheter le livre de Déborah dans toutes les bonnes librairies. C'était pas cette pub-là. Finissez si vous voulez. Non, parce que c'est pas seulement de la pub, c'est aussi un peu la conséquence de toute notre discussion. Mais oui, du coup... Ça, on va couper la pub. On va dire... Oui, on va pas dire que c'est... Ah ok. Allez-y. Vas-y. Oui, du coup, un des premiers rendez-vous, comme je disais... Mais c'est vrai qu'attends, en fait, pardon, on peut parce que du coup, c'était juste ma dernière question, et du coup, en fait, ça va vous permettre de répondre à cette dernière question, mais la dernière question, c'était juste, du coup, voilà, on a eu toute cette discussion, et là, pratiquement, vu qu'il n'est pas seulement question de constituer des imaginaires, mais aussi d'agir. Je te laisse. Est-ce que, très pratiquement, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qu'on peut c'est bien de poser la question comme ça, parce que c'est vrai qu'à des moments, la question, disons, sémantique ou du récit, je la trouve importante, mais elle est... j'ai du mal à pas la voir comme simplement symptomatique, ou en tout cas comme permettant de décrire le mouvement. Mais par contre, encore une fois, l'idée, ce que nous on essaie de fabriquer, c'est préparer le terrain,
on pense pas que voilà, il faut investir volontairement les luttes antimilitaristes, mais là c'est vrai qu'avec en plus les récents disons légers désalignements et légers déplacements à l'échelle de l'histoire de l'atlantisme, c'est quand même vraiment un peu le moment pour accentuer la brèche et donc nous on donne rendez-vous du 20 au 22 juin contre le Salon du Bourget dont on a beaucoup parlé. Je pense que tu veux peut-être un peu plus dire ce qui se passera ce week-end-là ou... Oui, parce que donc du coup le salon du Bourget c'est un salon qui dure une semaine et en fait les premiers jours sont uniquement réservés aux professionnels de l'armement et aux États, donc c'est là qu'ils vont faire leur petite popote et donc signer les juteux contrats ensuite et donc c'est le week-end qui est ouvert au public et c'est à cette occasion-là que les familles peuvent aller voir les démonstrations de Rafale et autres dispositifs qui ont été éprouvés au combat. Et du coup donc nous on a décidé d'organiser un village anti-guerre, anti-business de l'armement et anti-économie de guerre du 20 au 22 juin donc à Bobigny. Donc ce sera un peu on s'inspire beaucoup de la tricontinentale et de Wastax et on a envie donc de proposer des espaces de discussion, des conférences, des tables rondes, des ateliers, donc à la fois donc pour voilà avoir ces espaces de discussion, d'organisation militante, mais aussi réfléchir à comment enrayer très concrètement ce que soulignait donc la camarade des Soulèvements de la Terre, la matérialité de la guerre et comment on peut enrayer cette machine de guerre très concrètement. Donc on va aussi faire une manifestation le samedi 21 juin pour protester face à cette grand-messe du business de l'armement et on espère que vous serez nombreux et nombreuses à nous rejoindre ce week-end-là. Et sur le droit, on peut, sur le recours en tout cas, on peut vraiment participer à la réappropriation du droit. On parlait de réappropriation de l'histoire, mais on peut du coup savoir ce qui se passe, dire autour de nous qu'il y a vraiment des violations de droits, qu'il y a un génocide en cours, qu'il y a des crimes internationaux et qu'on peut parler de complicité. On peut venir à l'audience de l'appel, suivre aussi vraiment et relayer les posts sur la décision qui aura lieu donc mardi 10 à 16h et aussi relayer cette cagnotte que sur notamment l'Instagram de Survie qui permet en fait de rétribuer aussi tout ce qui est fait autour de la justice parce que malheureusement la justice coûte cher même si elle peut vraiment être efficace. On l'a vu, on a pu mettre en examen des multinationales comme Lafarge, comme Vinci pour travail forcé, etc. Donc ça peut être quelque chose d'efficace et c'est pour ça qu'il y a ce recours, mais en même temps ça coûte cher. Donc on invite aussi les gens à la fois à se réapproprier le droit et soutenir cette action. Et peut-être, tant qu'on est dans les annonces, j'en profite pour dire aussi que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en Belgique, le 23 juin, donc juste après les mobilisations à Bourget, il y a l'organisation d'une action de désobéissance civile de masse contre une entreprise de l'armement qui participe au génocide à Gaza. Il n'y a pas plus d'infos communiquées, mais si vous voulez participer, vous tapez sur Google Stop Arming Israel Belgium et il y a moyen de s'inscrire et de rejoindre l'action.